Merci pour les organisateurs pour les invitations, puis merci pour Dr Blackmore pour cette très belle introduction en matière. Parlons de robots, les drones, comme je vous dis, c'est une famille de robots en agriculture. Donc, comme disait tout à l'heure Atina, donc je vais parler des drones au service de l'agriculture. Donc, le plan de la présentation, je vais parler tout d'abord une définition des drones, une typologie. Après ça, l'utilisation des drones dans l'agriculture. Donc, je vais faire un aperçu. Puis, je vais pousser vers 3 cas. Là, ils sont en cours de 3 projets en cours dans notre laboratoire. Donc, les drones, il y en a pour tous les goûts, là, pour les fins et les fous et pour tout le reste. Donc, tout d'abord, c'est quoi un drone? Un drone, c'est un aéronef sans pilote embarqué. Ça, je l'ai ajouté moi-même, entre parenthèses, parce qu'il y a un pilote, mais il est au sol, qui peut voler de façon autonome ou être contrôlé à distance depuis le sol. Donc, c'est sûr, comme toutes certaines technologies, c'est les premiers qui ont développé ça, c'est les militaires. On parle de système aussi, parce que ce n'est pas juste le drone. Ce n'est pas l'avion ou l'aéronef. Il y a tous les systèmes de contrôle de ce système, du drone. Il y a aussi toute la charge utile, qui est les capteurs, les senseurs qui sont dessus, et les ressources humaines et matérielles et informatiques au sol, on appelle ça la station de contrôle au sol. Donc, souvent, il faut parler de systèmes. Donc, les typologies, il y a 2 grandes familles. On a les voilures tournantes, comme tous les hélicoptères, les multicoptères, et les voilures fixes. Il y a certains désavantages et inconvénients pour les 2 types, là, surtout au niveau de décollage, atterrissage, la vitesse, la stabilité, mais on n'a pas le temps aujourd'hui pour en discuter plus en détail. Il y a aussi de toutes les tailles. Il y a comment ça s'appelle, le petit fly, la petite mouche là, de 3 grammes, sur laquelle on peut mettre une micro-caméra, jusqu'au le gros mastodonte de l'armée américaine qui pèse 11 tonnes et coûte quelques millions de dollars. Donc, quand on utilise des drones ou les robots en général, il y a la règle des 4 D en anglais, dirty, dangerous, difficult and dull. Donc, et en agriculture, pensez à plein d'activités, répétitives, ennuyeuses, dangereuses, sales. Donc, c'est assez approprié d'utiliser les drones en agriculture. Donc, c'est quoi si on compare les drones par rapport aux plateformes conventionnelles, comme les avions et les satellites? On a 2 niveaux, la mission et les données. Donc, vous voyez, j'ai marqué en vert les aspects pour lesquels les drones sont avantageux. En rouge, c'est les aspects pour lesquels il est désavantagé par rapport aux autres plateformes. Surtout, il faut souligner que le drone peut fonctionner sous couvert nuageux, ce que souvent les avions et les satellites peuvent. Puis la flexibilité de déploiement. Et aussi au niveau de la qualité des données, c'est la précision et la résolution des données. Il y a une limitation, bien sûr, au niveau de la charge utile. Ensemble, donc, les avantages d'utilisation des drones, si on a la fréquence des vols, la grande variété de capteurs maintenant qui sont disponibles pour être embarqués, des capteurs qu'on peut facilement interchanger. Donc aussi, la facilité de rapidité de déploiement. Donc sur la ville, si les gens ils ont un événement à surveiller rapidement, on n'a pas des gens à siduler 3-4 semaines d'avance l'avion ou attendre que la satellite passe. La très haute résolution spatiale, vous allez voir, on a des exemples. Un exemple ici, on travaille à l'échelle dessous de 0,8 mm. Puis la possibilité de visualiser et donc examiner les données juste après la mission.
Donc, l'utilisation, on passe à l'utilisation des drones en agriculture. Donc, juste un petit rappel des techniques d'agriculture de précision. Nicolas en a parlé ce matin, tout à l'heure. On distingue deux grandes familles, la technologie diagnostique et les technologies applicatives. Le drone, il se trouve sur le chemin entre les deux, entre les intersections. Il peut être utilisé à la fois comme une technologie applicative ou comme une technologie diagnostique. Des exemples, par exemple, de drones applicatifs, tout ce qui est application, par exemple, de pesticides ou de localiser là, sur des champs. Par exemple, ici, à votre gauche, là, il y a, par exemple, on traite un nid de guêpes, là, où on peut penser, j'ai vu des applications pour le charançon rouge dans le palmier, donc s'il faut vraiment traiter le méristème des palmiers. Donc maintenant, on le fait par drone. Le drone se positionne devant, au-dessus du palmier, puis on voit la dose d'insecticide pour tuer l'insecte. En ce qui concerne le diagnostic, ça c'est l'aspect le plus utilisé des drones parce qu'on a une grande variété de caméras qu'on peut installer, puis il y a une très grande thématique qu'on peut traiter avec les drones. J'ai donné des exemples ici, là c'est que je ne veux pas toutes les lire, mais c'est beaucoup le sol, l'état de la végétation, la phytoprotection, et ainsi de suite. Donc, la position dans le marché. Donc il y a en 2015, c'est ça, il y avait une étude ils ont vu que l'agriculture, c'est la plus grosse part de marché pour les drones, ici en développement. Il y avait aussi une enquête qui a été faite en 2015 aussi, et on a vu qu'il y a 16% des agriculteurs qui ont répondu au questionnaire, ils utilisent les drones dans leurs activités, par comparaison là, avec les autres technologies. Et ça, c'est le niveau de la maturité de la technologie. Ça, c'est qu'on appelle ça le cycle de Gartner. Donc, on a l'engouement, puis on a un trou de désillusion. Après ça, on atteint un plateau de productivité. On est encore dans l'engouement. Mais il faut vraiment faire attention du trou de désillusion. Et ça, c'est notre rôle comme chercheurs et spécialistes et experts de vraiment développer les bonnes pratiques pour ne pas vendre on appelle ça des faux espoirs aux utilisateurs. Donc là, on est dans la phase d'engouement, espérant que le trou de désillusion ne sera pas trop profond. Donc si on passe aux études de cas, donc le premier, c'est un projet là, qui vise, le gros projet, c'est la gestion de la fertilisation azotée intrasaisonnière dans la culture de pommes de terre. Un des aspects de ce projet, c'est la délimitation des zones d'aménagement à l'aide de l'imagerie hyperspectrale embarquée par drone. Donc l'objectif, c'est de développer une méthode de caractérisation de la variabilité spatiale des propriétés du sol. C'est comment on va le faire? Donc on a des acquisitions des images hyperspectrales embarquées par drone. Aussi, on a procédé à des échantillonnages intensifs sur les champs là, qui sont étudiés pour qu'on puisse valider le découpage des zones d'aménagement qu'on a fait à l'aide de l'information spectrale. C'est un projet en collaboration avec Agriculture Canada et le MAPAC via le programme Innovation. Donc ici, vous voyez les deux caméras. Il y en a une caméra dans le visible jusqu'à 900 nanomètres et une autre caméra qui est dans l'infrarouge moyen de 900 à 1500 nanomètres. Ici, vous avez des aperçus des champs là, qui ont été surveillés, puis les spectres relatifs qui sont là, puis vous voyez qu'il y a des différences. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail comme on a fait, puis tous les traitements, les segmentations, l'analyse spectrale qui a été faite, les traitements d'images, et voilà le résultat. Donc, à votre gauche, on voit le découpage là, en 3 zones à partir de l'information spectrale.
et de l'autre côté, la carte de pourcentage de sable du champ. Donc vous voyez, il y a l'aspect, ça ressemble à, en tout cas, c'est pas, le sable, ce n'est pas le seul composant, il y a d'autres choses, il y a la matière organique aussi, il y a les limons, mais juste pour une seule composante, qu'on voit, ça fit assez bien. Il y a une zone qui est en vert, par exemple, qui est le long, et ça revient, parce que là, ce côté du champ, ça a été, je pense, jusqu'à 2003, 2004, c'était une forêt, puis ça a été renouvellement déboisé, puis cultivé, puis ça apparaît dans l'information spectrale. Pour valider, donc, on va voir les spectres de les 3 zones, aussi donc les informations de chaque zone 1, 2, 3, et les différences ont été significatives. Donc, les valeurs de sable, par exemple, ou d'éléments de la zone 1 sont significativement différentes des valeurs de la zone 2 et 3. Donc, ce qui nous indique que les 3 zones qui ont été délimitées, ils ont un sens au point de vue physique. On passe au deuxième cas d'étude, c'est la détection du stress hydrique dans la culture de pommes de terre à partir de l'imagerie infrarouge thermique qui est embarquée sur le tronc. Donc, l'idée, c'est de détecter le stress sans aller installer des tensiomètres, toute l'instrumentation nécessaire pour faire un suivi de l'état de l'eau dans le sol et les besoins de la plante. Donc, on s'est servi de données infrarouges thermiques embarquées sur le drone et des données de surveillance au champ, donc agrométéorologique. Donc, les acquisitions, c'est une caméra optrice, une petite caméra donc, moyenne gamme infrarouge qui est légère, je pense, dans notre on a un stand ici, là vous allez le voir, elle est en exposition ici. Donc, ça couvre le spectre 7 microns jusqu'à 13 microns, donc la partie infrarouge thermique. Donc, on a fait des couvertures, donc des vols sur un champ pour lequel il y avait plusieurs, on appelle ça traitement, plusieurs techniques d'irrigation. Il y a des parcelles qui étaient arrosées, d'autres qui sont arrosées à moitié et d'autres qui n'étaient pas arrosées. Et incluant en tout 8 cultivars de pommes de terre. Il y a des variétés qui sont actives, d'autres demi-saison, puis d'autres demi-saison tardives. Donc, voilà le résultat, par exemple, d'un vol. On voit déjà dans les parcelles qui sont bien, qui se distinguent très bien, et aussi les comportements spectraux. Ça, c'est en tout cas un petit rappel. Pourquoi là, on détecte le stress hydrique par l'imagerie thermique. Une plante qui est stressée, donc elle va arrêter de transpirer. Lorsqu'elle arrête de transpirer, sa température, donc elle reçoit toujours de l'énergie du soleil, sa température, au lieu de servir à évaporer l'eau, elle va augmenter sa température. Donc, une plante stressée, sa température est supérieure à la température de l'air, au lieu qu'elle doit être, disons, en équilibre ou légèrement en bas de température de l'air. Donc, on voit là dans cette figure ici, donc les zones en bleu sont les zones qui sont bien drainées, bien irriguées. Puis, qui dans le mauve jaune, c'est les zones qui souffrent de stress ou qui sont sèches. Vous voyez, le cas ultime, c'est le chemin. Il est quasiment très chaud, c'est en jaune. Donc, le résultat, là, donc, juste là on a commencé là, à suivre le bilan hydrique des cultures. Donc, c'est pour 2016, la saison 2016, on a toutes les précipitations. On a calculé l'évapotranspiration, on a calculé avec les coefficients culturels pour chaque type de culture, on a calculé les besoins de la plante, puis vous voyez ici en vert et en bleu ou en mauve les différentes doses d'irrigation et au moment de ces irrigations. Ce qui nous a permis, c'est un problème, on a la légende, en tout cas, je vais revenir ici. La légende était là, mais elle a disparu. Donc,
Ce que vous voyez ici, c'est le rouge, on appelle ça l'indice, c'est la variation de l'indice de stress. L'indice de stress, c'est 1 moins l'évapotranspiration réelle sur le coefficient cultural multiplié par l'évapotranspiration potentielle. Ce qui fait que lorsqu'on a un maximum de stress, c'est 1. Ça veut dire que l'évapotranspiration réelle, elle est nulle. Et lorsque l'évapotranspiration réelle égale le Kc fois l'évapotranspiration potentielle, on a 0. Donc vous voyez ici, donc, au mois de juin, est-ce que je peux pointer? Oui. Ici, ça c'est le mois de juin, ici, mois d'août. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec. Il y avait même les points où les vols. On a un vol au mois d'août ici, un autre 2 vols au mois de septembre. Donc, on avait un vol ici correspondant à un grand stress. Et vous voyez, le rouge, ça c'est pour les variétés, les parcelles qui n'étaient pas irriguées. Donc, on voit le stress, il s'est installé. Mais pour le vert et le bleu sont confondus sur les deux types d'irrigation. Ici, il n'y avait pas d'irrigation dans cette période-là, mais au mois d'août, donc ils ont fait de l'irrigation, ce fait que donc, le stress est apparu que dans les cultures non irriguées. Ce qui fait que nous a permis de, ici ça je donne ici la liste ici des, vous voyez ici les cultivars qui ont été étudiés, nous a permis de faire un modèle simple, ça c'est une première approximation. D'un côté ici on a la différence de température entre la température mesurée par drone avec l'imagerie infrarouge et la température de l'air au pas de passage en fonction du coefficient de stress. Ici, vous voyez, c'est 0, et ici, la valeur 1. Donc, vous voyez qu'il y a une différence, il y a le comportement se varie d'une culture à une autre, d'une variété à une autre. Ultimement, donc, on est en train de travailler pour faire des analyses à l'échelle horaire, ce qui nous permet d'avoir plus de courbes en S que des courbes linéaires comme ça. Aussi, donc, imaginez donc, si on a ce genre établi pour une culture, pour un cultivar, on peut envoyer le drone sur le champ, puis calculer delta T, et à partir de delta T, on va estimer voir quels sont les endroits qui sont stressés et à quel niveau par rapport à ceux qui ne sont pas stressés. Ce qui permet, c'est pour les gens qui ont le système, de prioriser des parcelles ou des champs et tout ça. Donc, ça permet de gérer l'irrigation ou suivi des stress hydriques d'une façon optimale et économique. Donc, on passe à la dernière application. Ça, c'est un test qui a été fait avec la firme Dolbeck et avec le MAPAC. L'objectif, c'est essayer de produire des cartes de dépistage en utilisant les drones. Je rappelle un petit peu la problématique. Donc, le Doryphore, eux, là, ils sont comment on appelle ça, ils s'installent, ils commencent à attaquer un champ par les bordures, parce qu'il y a des traitements qui se font chaque année, donc ils vont fuir, puis ils vont s'installer entre les parcelles. Donc, au début de la saison, ils vont commencer à envahir par les bordures. Là, les producteurs, ils envoient les gens sur le terrain et pour faire le dépistage, ils doivent marcher des kilomètres et kilomètres. Par exemple, dans le Bec, ils ont 1000 hectares de pommes de terre. Imaginez le nombre de kilomètres à parcourir à la recherche des Doryphores. Ensuite, le coût, disons, économique et aussi le coût, disons, environnemental d'une application. Ça coûte en moyenne $50 l'hectare, donc 1000 hectares, c'est 50 000. C'est une déclaration, c'est un faux positif, donc c'est 50 000 $ perdus. Donc on a fait ces tests, donc en utilisant un appareil photographique, c'est pas haut de gamme, mais de moyenne gamme, c'est des numériques de à peu près Sony. J'ai les caractéristiques ici. Donc c'est ça, donc c'est 24 mégapixels.
on volait à 15 mètres d'altitude. Puis, avec ça, on pouvait atteindre une résolution de 0,8 mm. Ensuite, ça c'est le captage. Il y a la phase de traitement, donc il y a des transformations donc de l'information en d'autres systèmes de représentation, puis il y a une série de traitements de segmentation. Ensuite, on détermine, comme vous voyez ici, à ce niveau-là, tous les points. Ça, c'est la végétation, le sol. Ensuite, tout ce qui est potentiel. Par la suite, on détermine les points qu'on pense, nous, que c'est des dorifores, basés sur les caractéristiques de forme, la taille et tout ça des dorifores. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne, vous voyez ici, on a atteint qu'on appelle ça les degrés de précision de à peu près de 90%. Donc, on détecte 90, on a 100 dorifores présents, on détecte correctement 90% de la présence de ces dorifores. Ce qui est très encourageant. Donc, le projet, tous les 3 projets sont en cours. Ça, c'est les résultats préliminaires. Là, on est en phase d'amélioration de tous ces algorithmes. Donc, en conclusion, il y a des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités là de l'utilisation des drones. Donc, il y a les avancées technologiques qui sont vraiment en cours. On a des batteries parce qu'une des limitations, c'est la durée donc, du vol. Donc, il faut changer de batterie. Le poids des batteries, c'est un poids mort. Donc, il y a une grande évolution dans ce domaine. Les composantes électroniques aussi, il y a de la miniaturisation qui est vraiment en cours pour les composantes, pour le positionnement, pour l'autoguidage, l'autopilotage, mais aussi pour les capteurs qui deviennent de plus en plus petits et de plus en plus performants. Donc, les réglementations, c'est sûr, ça c'est un aspect que je n'ai pas discuté. Il y a la réglementation, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où avec les drones. Mais il y a un travail comment on appelle ça, de professionnalisation qui se fait pour que les utiliser de la bonne façon. Donc le prix aussi devient de plus en plus abordable. Et donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'avantages par rapport aux plateformes conventionnelles comme les avions ou les satellites. Il y a aussi même le marché de l'assurance, parce que c'est sûr, c'est comme un équipement qui est mobile, il y a des risques, responsabilité civile, ou pour les risques de perte de matériel, il y a aussi la disponibilité d'assurance. Les menaces, donc il y a aussi il y a de la compétition. Les satellites, il y a des petits satellites qui sont compacts, aussi très haute résolution, qui fait qu'il y a une baisse des prix des données, puis même accès gratuit aux données. Et aussi la fréquence temporelle, elle est très, très grande. Les avions aussi, parce que la technologie, la miniaturisation, l'amélioration technologique, même les plateformes conventionnelles bénéficient aussi, donc ça reste toujours une menace. Et toujours, il y a les restrictions, comme disait la réglementation, il y a des zones où on ne peut pas voler, surtout dans les zones protégées, donc proches des aéroports, entre 5 à 9 km selon les certificats dont on dispose. Donc, pour conclure, donc il y a des éléments à retenir. Donc, c'est sûr, c'est comme on dit, on est en phase d'engouement. On ne peut pas commencer à dire « Ah, j'ai un drone, qu'est-ce que je peux faire ?» Tout d'abord, il faut penser de l'autre bout. C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi les besoins de l'usager? Quels bénéfices je veux faire? Après ça, on passe vers les produits et les applications, puis après ça, on passe le choix des capteurs, et finalement, ça va arriver à la plateforme. Donc, c'est ça, je pense que la bonne pratique. Il ne faut pas dire « Ah, j'ai des collègues là, de discuter avec Atina hier, il y a plein d'agriculteurs qui me viennent voir. Ah, j'achète un drone, qu'est-ce que je vais faire avec ?» C'est pas ça qu'il faut commencer. Il faut dire « Qu'est-ce que tu veux faire? On va voir est-ce que on peut le faire par drone, ou c'est plus avantageux, ou plus économique, oui ou non. » Donc, ça, c'est le message que vous voulez que je laisse à la fin de cette présentation.
Je voudrais remercier à la fin tous en tout cas le comité organisateur pour l'invitation, aussi tous les membres de mon équipe là, qui sont listés ici, là, qui contribuent à ces travaux et au maintien du laboratoire.